Il était le héros d'action avec une âme. C'est la star de Sound of Music qui a sauvé un enfant en train de se noyer, alors que les caméras tournaient encore. Robert Urich et Heather Menzies ont vécu ensemble l'une des plus belles et des plus discrètes histoires d'amour d'Hollywood. Mais personne ne parle jamais de sa fin. Le cancer qui a brisé leur monde. Le chagrin d'amour qui s'en est suivi, non pas une, mais 2 fois. La date étrange d'un second décès, exactement 15 ans plus tard, à la minute près. Il ne s'agit pas de simple coïncidence. Ce qui est arrivé à Robert et Heather semble presque trop cruel pour être réel. On dit que Robert Urich a joué dans plus de séries télévisées que n'importe quel autre acteur principal de l'histoire. 15 séries. Ce seul fait aurait dû faire de lui une légende. Mais il n'y avait pas que les chiffres. C'était sa façon de défier les attentes. Des rôles pleins d'action aux drames sérieux. Des scènes de Broadway aux documentaires nommés aux Emmy Awards. Alors que d'autres acteurs étaient catalogués, Robert a brisé tous les moules et l'a fait avec une grâce tranquille. Il a commencé comme joueur de football dans l'Ohio. Il n'a pas eu de relation extraordinaire, juste du talent, du charme et un ami important. Burt Reynolds. Burt a cru en lui très tôt et l'a aidé à décrocher son premier gros contrat. C'est dans Esther Huet. En 1975, que Robert a joué le rôle de l'officier Jim Street. Un flic dur mais sympathique. La série n'a pas duré longtemps. Elle a été annulée en 1976 parce qu'elle était trop violente. Mais elle a mis son visage dans des millions de foyers. Soudain, il n'est plus seulement un homme à potentiel. Il était une star en devenir. Puis Van Vega. De 1978 à 1981, Robert a joué le rôle de Dan Tanner, un détective privé cool à Las Vegas. Ce n'était pas seulement un succès. C'était un moment culturel. Il conduisait une Ford Thunderbird rouge de 1957 dans les rues éclairées par des néons, résolvant des crimes avec un sourire en coin et un costume. Cette voiture remplaçait d'ailleurs une Corvette jaune qui avait brûlé dans le pilote. Cette T-Bird rouge est devenue une icône, tout comme Robert. Ce rôle lui a valu 2 nominations aux Golden Globes. Plus important encore, il est devenu un symbole. Slick, smart, and smooth talking. Pendant un certain temps, il a été le visage d'une série télévisée diffusée aux heures de grande écoute. Mais Urich ne s'est pas arrêté là. Au cours des 3 décennies suivantes, il a dominé la télévision comme peu d'autres l'ont fait. King's Premier's Role. Tous les genres. Il a fait de la comédie dans Soap, où il jouait un joueur de tennis professionnel désabusé. Il s'est attaqué à l'espionnage dans Gavilan. Il est même à la tête d'un western, The Lazarus Man, au milieu des années 90. De 1973 à 2001, il a été à l'écran presque sans interruption. Et il ne s'est pas contenté de se reposer sur ses lauriers. Il prenait des risques, changeait de vitesse, essayait de nouvelles choses. Il ne s'est pas contenté d'être une star unique. Il voulait tout faire. C'est alors qu'est apparu Spencer for Hire. Ce n'était pas une simple série policière. Il a été diffusé de 1985 à 1981 et a rapporté environ 50 millions de dollars à l'État du Massachusetts. C'est ce qu'a coûté le tournage à Boston. C'est ce qui a donné à la série son caractère authentique. Les hivers étaient rudes, les budgets étaient serrés. Mais Robert a réussi à tirer son épingle du jeu. Son alchimie avec son partenaire Avery Brooks, qui jouait le dur et mystérieux Hawk, était électrique. La série ne se résumait pas à des poursuites en voiture et à des fusillades. C'était une question de caractère, de justice, de faire ce qu'il faut, même quand ça faisait mal, et les fans ont adoré. Il a ensuite repris le rôle de Spencer dans 4 téléfilms, ce qui prouve que le personnage, et Robert, ont de la suite dans les idées. Mais alors que les gens pensaient l'avoir cerné, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il est devenu le visage du National Geographic Explorer. De 1988 à 1995, il a animé l'émission qui a oscillé entre TBS, CNBC et MSNBC. Sa voix est devenue le son de l'émerveillement, expliquant les mystères des profondeurs marines et des civilisations anciennes. Il ne se contentait pas de lire un script. Il était sincère. C'est pourquoi il a remporté un Cable Ace Award en 1993 et un
Emmy en 1992 pour la narration de U-Boat's Terror on Our Shores. Il a également animé On Assignment et a gagné un autre câble AC pour cela. Il ne s'agissait pas d'émissions jetables. Il s'agissait d'émissions sérieuses et respectées. Et Robert a prouvé qu'il en avait la capacité. Il aurait pu s'arrêter là et entrer dans la légende. Mais il y avait encore un autre acte. En 2000, alors qu'il se bat contre un sarcome à cellules synoviales, un cancer rare et agressif qu'il combat depuis 1996, Robert fait ses débuts à Broadway. Il a joué le rôle de Billy Flynn à Chicago du 5 janvier au 13 février. Il avait déjà interprété le rôle en tournée dans des villes comme Detroit et Washington. D.C. Mais là, c'était la grande scène. C'était le théâtre Schubert, et il a fait mouche. Le public a été choqué, non seulement par sa performance, mais aussi par le fait qu'il savait chanter. Chanteur vraiment. Et il y avait autre chose, comme l'a dit plus tard sa femme. Il y avait une lueur dans ses yeux lorsqu'il est monté sur scène. Malgré la chimiothérapie et l'épuisement, il illuminait la pièce. Heather Menzies est née à Toronto, le 3 décembre 1949 de parents écossais qui avaient fui les décombres de la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. Son père était un artiste en difficulté, à la recherche d'un nouveau départ. Mais ce qu'ils ont trouvé au Canada, c'est la misère. Ils étaient fauchés, déplacés et s'accrochaient à l'espoir. Cette vie d'immigré difficile a donné à Heather quelque chose qu'Hollywood ne pouvait pas lui enseigner. L'audace. À l'âge de 14 ans, Heather avait déjà vécu dans 4 villes de 2 pays. Vancouver, Miami, Londres et le sud de la Californie. Chaque fois que la carrière artistique de son père échoue, la famille fait ses valises et déménage à nouveau. Heather a dû apprendre de nouveaux accents, de nouveaux systèmes scolaires et à se faire rapidement des amis. C'était épuisant. Mais toute cette instabilité l'a rendue adaptable. Elle avait déjà l'habitude de se réinventer, ce qui lui sera utile plus tard. C'est alors qu'à l'âge de 14 ans, sans aucune expérience théâtrale, Heather s'est présentée à une audition qui allait changer sa vie. Des centaines de jeunes filles ont auditionné pour la Mélodie du bonheur. La plupart d'entre elles avaient un CV, un agent et des années d'entraînement. Heather n'avait rien d'autre qu'un épisode télévisé oublié dans son dossier. Mais elle avait autre chose. Elle était réelle. Son charme naturel s'est imposé. Et c'est ainsi qu'elle a été choisie pour incarner Louisa Von Trapp. Le tournage ne s'est pas limité à des chants glamour dans les Alpes. Un moment terrifiant a failli faire basculer le film dans la tragédie. Lors de la scène de la barque, le bateau a chaviré. La covedette de Heather, Kim Carruth, âgée de 5 ans, qui jouait le rôle de la petite Gretel, ne savait pas nager. Elle a plongé 2 fois. Les caméras se tournaient. Julie Andrews est tombée du mauvais côté. Les membres de l'équipage se sont figés. Mais pas Heather. Elle a nagé jusqu'à Kim, l'a remontée et lui a sauvé la vie. Kim a avalé tellement d'eau qu'elle est tombée malade et a ensuite développé une peur de la natation qui durera toute sa vie. Mais la scène est restée dans le film. Et ce que vous voyez à l'écran est réel. Heather sauvant sa partenaire de jeu. Lorsque la Mélodie du bonheur est sortie dans les salles de cinéma le 2 mars 1965, elle a explosé. Il a remporté 5 Oscars et est devenu le film le plus rentable de tous les temps en 1966. Il a rapporté 286 millions de dollars dans le monde et vendu 283 millions de billets. Il est arrivé en tête des ventes de billets dans 29 pays. Et c'est ainsi que Heather Menzies, autrefois fille tranquille issue d'une famille d'immigrés, est devenue célèbre dans le monde entier. Elle n'avait que 15 ans, mais Heather ne voulait pas être figée dans le temps comme la petite Louisa. En 1973, elle a donc pris une décision radicale. Elle a posé nue pour Playboy dans un article intitulé Tender Trap. Le nom est un clin d'œil insolent à son passé de Sound of Music, mais le message est clair. Elle n'est plus une enfant. Le public a été choqué. 8 ans plus tôt, elle était l'adolescente innocente d'un film familial. Aujourd'hui, elle prend le contrôle de son image, quitte à contrarier les fans qui la voient toujours sous les traits de Louisa. La même année, elle joue dans l'un des films d'horreur les plus étranges de la décennie. Elle jouait Christina, la fille d'un savant fou qui transforme les gens en serpents. C'était bizarre.
à petit budget et plein de vrais serpents. Mais Heather n'a pas bronché. Les critiques l'ont qualifiée de douce et séduisante. Même dans un rôle aussi étrange, elle essayait de sortir du lot, pas de s'effacer. En 1977, elle décroche un rôle majeur à la télévision dans Logan's Run, incarnant Jessica Six, dans un monde de science-fiction où les gens sont traqués à 30. L'émission n'a duré que 14 épisodes, mais le costume révélateur de Heather et son caractère rebelle ont fait d'elle une vedette. À un moment donné, les responsables de CBS ont paniqué, estimant qu'elle était trop osée pour une émission destinée aux enfants. Sa tenue a dû être modifiée avec des collants et des slips roses, mais Heather est restée ferme. C'est ce qu'elle est désormais. En 1978, elle fait son meilleur choix de carrière en jouant dans Piranha, un film d'horreur culte produit par Roger Corman, une légende du cinéma de série B. Le budget est d'un peu plus de 700 $, mais le film rapporte 6 millions de dollars. Même Steven Spielberg en fait l'éloge. Le budget s'élève à un peu plus de 700 $, mais le film rapporte 6 millions de dollars. Même Steven Spielberg en fait l'éloge. Et les poursuites de la société Universal sont discrètement abandonnées. Heather jouait le rôle de Maggie McCune, une trappeuse courageuse qui était le moteur de l'action. Elle a tenu son rang aux côtés d'un casting d'habitués de l'horreur et sa performance a contribué à faire de Piranha un classique. Robert Urich et Heather Menzies se sont rencontrés alors qu'ils faisaient semblant d'être mariés dans une publicité pour du hashish en conserve. Mais ce moment, sur le plateau de tournage en 1974, a changé leur vie à jamais. Heather Menzies avait 25 ans, venait de divorcer et essayait de tourner la page d'un jeune mariage qui n'avait pas fonctionné. Robert Urich a 28 ans. Il est en pleine forme, charmant et commence à prendre feu à Hollywood. Il tournait une simple publicité pour Libby's, jouant un couple marié et quelque chose a fait tilt. Ce n'était pas un simple jeu d'acteur. La connexion était réelle, si réelle que même lorsque les caméras ont cessé de tourner. Le sentiment n'a pas changé. Ce jour-là, faire semblant d'être amoureux s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas seulement un travail. C'était le début d'une histoire d'amour qui allait durer 27 ans. Robert n'était pas non plus un acteur en difficulté. Il était au bord de la célébrité. Un an plus tard, en 1975, S.W. Witt est apparu sur les écrans de télévision américains et a fait de lui un nom connu de tous. Il a joué le rôle de l'officier Jim Street, le dur à cuire avec du cœur, et les fans l'ont adoré. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Robert avait travaillé dur pour transformer son image, passant d'un poids de 180 à 220 livres de muscles solides pour entrer dans le moule du héros d'action. Il avait le look, le charisme et les bons amis. L'un d'entre eux, Burt Reynolds, l'a même aidé à se faire connaître. Reynolds a convaincu le producteur Aaron Spelling de donner une chance à Robert. Une audition plus tard, Spelling est convaincu. C'est ainsi que Robert Urich s'est mis en route. Heather, quant à elle, vivait son propre tournant. Elle a été célèbre une fois, vraiment célèbre. À 15 ans à peine, elle a joué le rôle de Louisa Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur, l'un des films les plus emblématiques de tous les temps. Mais la célébrité enfantine ne dure pas éternellement. Lorsqu'elle a rencontré Robert, elle essayait de faire le difficile saut de l'enfant star à l'actrice sérieuse. Elle se remettait également d'un mariage de 4 ans qui avait débuté alors qu'elle n'avait que 20 ans. Et Robert, Louis, avait déjà été marié une fois avec une amie de l'université nommée Barbara Rucker. Ce mariage s'est terminé en douceur, mais il l'a laissé prudent. C'est pourquoi il a été si surprenant, voire téméraire, qu'un peu plus d'1 an après avoir rencontré Heather, il l'ait épousée. Ils se sont mariés le 21 novembre 1975. Rapide? Absolument. Mais tous ceux qui les connaissaient disaient de la même chose. C'était de la bonne chose à faire. Robert a dit à ses amis qu'il savait que Heather était la bonne quelques semaines après l'avoir rencontrée. Et ce n'était pas un discours hollywoodien. C'était réel. Leur romance a brûlé rapidement, mais ce n'était pas un flirt. C'était le genre de connexion qui n'arrive pas souvent, surtout dans le monde du spectacle. Ensemble, ils sont devenus quelque chose de rare,
Un véritable couple de pouvoir hollywoodien qui n'a pas besoin de drame. Heather avait son héritage cinématographique. Robert est en train de devenir un personnage royal de la télévision. En 1978, il a décroché le rôle principal dans Vega. Un drame policier élégant qui a duré 3 ans et lui a valu 2 nominations aux Golden Globes. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus célèbres, non seulement séparément, mais aussi ensemble. Les photographes les ont adorés. Les couvertures de magazines ont suivi. Mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont beaux ensemble. C'est la façon dont ils se regardaient l'un l'autre. Ils ne vendaient pas une marque. Ils étaient juste amoureux. Et Robert n'a pas hésité à le montrer. Dès le début, il s'est efforcé de faire entrer Heather dans son monde. Elle est apparue dans 3 épisodes de Vega. Plus tard, il lui a trouvé un rôle dans Spencer for Hire. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui donner des rôles. Il s'agissait de partager sa vie. Sa réussite était la leur. Lorsque Heather a décidé de ralentir sa carrière d'actrice pour se consacrer à sa famille, Robert l'a soutenue sans réserve. Ce type de soutien est quasiment inédit dans un secteur où l'ego l'emporte généralement. En 1975, juste après son mariage, Heather découvre qu'elle est enceinte. Robert et elle n'avaient même pas essayé. Et la nouvelle les a comblés de joie. Nous étions aux anges, dirent Heather plus tard, mais l'excitation n'a pas duré. Elle a perdu le bébé. Le chagrin était immense, et cela ne s'est pas arrêté là. Heather a fait une nouvelle fausse couche, puis une autre. 3 grossesses, 3 pertes, l'une après l'autre. Chacune d'entre elles les a déchirées un peu plus. Ce qui avait commencé comme un espoir s'est rapidement transformé en un schéma de chagrin. Leurs amis ont commencé à craindre que le couple ne survive pas à la charge émotionnelle. Tout cela s'est produit au moment où leurs carrières respectives étaient en plein essor. Ils vivaient sous les lumières de Hollywood, mais en coulisses, leur monde s'écroulait. Après la 3e fausse couche, quelque chose devait changer. Robert et Heather ont pris une décision difficile, l'adoption. Il n'y a pas eu de solution rapide. Ils ont été placés sur une liste d'attente et ont dû suivre une longue procédure. Mais finalement, ils ont accueilli leur premier enfant, Ryan, en 1978. Puis vint Emily en 1980 et, bien plus tard, Allison en 1998, soit une période de 20 ans. Ce n'est pas un hasard. Ils voulaient donner à chaque enfant toute l'attention qu'il méritait. Ryan est devenu médecin, spécialisé dans les maladies infectieuses. Il a dit un jour, « Je suis entré en médecine parce que je ne pouvais pas aider mon père sur le plan médical. Mais peut-être que je peux aider quelqu'un d'autre. » Emily est devenue infirmière et travaille aujourd'hui dans un service d'urgence en Ontario. Chacun de leurs enfants a trouvé la voie de la guérison. Peut-être parce qu'ils ont vu leur père se battre si durement pour rester en vie. Heather a fait son propre sacrifice. Elle avait été une étoile montante. Louisa dans La Mélodie du bonheur. Jessica Six dans Logan's Run. Elle était occupée, connue et engagée. Mais quand ils ont adopté, elle a reculé. Hollywood ne s'attendait pas à ce que les femmes s'en aillent comme ça. Mais elle l'a fait. Après 1979, elle n'est apparue que dans quelques rôles. Quelques épisodes dans Vega. Une apparition dans T.J. Hooker, un film intitulé Endangered Species. Et puis, plus rien. Elle y a renoncé pour offrir à ses enfants un foyer stable. Robert, Louis aussi, s'est démarqué. Il n'était pas le genre de père à laisser des nounous élever ses enfants pendant qu'il restait sur le plateau de tournage. Même s'il était l'un des acteurs les plus occupés de la télévision, avec 15 séries en 30 ans de carrière, il s'assurait d'être présent. Dan Spencer, You Hire. Il avait une clause dans son contrat qui lui permettait de traverser le pays en avion chaque fois qu'Emily avait un rendez-vous médical. C'était rare, presque du jamais vu dans les années 1980. Son rôle de parent ne consistait pas seulement à se montrer, mais aussi à créer des liens. Lorsque Ryan se comportait mal, Robert ne criait pas. Il s'est assis par terre avec lui, les yeux dans les yeux, et lui a demandé ce qui se passait. Il voulait comprendre, pas punir. Même dans les derniers jours de sa vie, alors que le cancer l'avait presque entièrement vidé de ses forces, Robert se mettait encore par terre pour jouer avec sa cadette, Allison, 2 jours avant sa mort. Mais tout a changé en août 1996.
Robert s'est présenté pour un examen de routine. Mais les médecins ont découvert quelque chose. Il s'agissait d'un sarcome synovial, un cancer rare et agressif qui affecte les tissus mous autour des articulations. Il est le plus fréquent chez les personnes de moins de 30 ans. Robert avait 49 ans et le cancer se situait dans l'aine. Le traitement sera brutal. Chimie, radiothérapie et multiples interventions chirurgicales. Et le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Il venait de lancer une nouvelle série, The Lazarus Man, et était dans la meilleure forme de sa vie. Le diagnostic a frappé Hollywood de plein fouet. La série marchait bien et une deuxième saison était déjà en préparation. Mais quelques semaines plus tard, Castle Rock Entertainment a mis fin à l'aventure. La décision a pris tout le monde de court. Seuls 20 des 22 épisodes ont été diffusés. 2 épisodes terminés ont été laissés sur l'étagère. TNT avait déjà accepté de renouveler la série, ce qui rendait l'annulation encore plus choquante. En juillet 1996, les médecins l'ont soumis à une chimiothérapie et à des radiations qui ont duré 6 mois brutaux. Il se présentait à l'hôpital tous les matins à 5h45. Il se présentait à l'hôpital tous les matins à 5h45, où on lui injectait du potassium, du bicarbonate et des médicaments anti-nausées avant que la véritable punition ne commence. La chimiothérapie durait 4 heures par jour pendant des cycles de 9 jours. Après le 6e jour, Robert a dit qu'il avait l'impression que les produits chimiques de la piscine lui brûlaient les veines. Il tente de se distraire, mais il ne peut échapper aux nausées et à la douleur. Les radiations étaient encore plus intenses. Ils ont utilisé des gabarits en plomb pour diriger des dizaines de millions de rayons, des milliers de fois plus puissants qu'une radiographie normale, vers le cancer de l'aine, en essayant de ne pas détruire tout le reste. En février 1997, il avait perdu tous ses cheveux. Il pouvait à peine respirer et la maladie ne l'a jamais quitté. Il ne se contentait pas de lutter contre le cancer. Il se battait pour survivre au remède. C'est alors qu'un miracle s'est produit. En octobre 1997, les chirurgiens ont procédé à l'ablation de ce qui restait de la tumeur. Mais lorsqu'ils l'ont ouvert, il n'y avait plus rien. Pas de tumeur, pas de cancer, pas même de tissu mort. C'était comme si la maladie n'avait jamais existé. Robert est stupéfait. J'ai commencé à me demander si je l'avais déjà eu. Les médecins lui ont donné un risque de rechute de 5%. Pour la première fois depuis des années, il y avait un réel espoir. En 1998, Robert a été déclaré exempt de cancer. Il est devenu le porte-parole national de l'American Cancer Society. Il a déclaré au monde entier « Cela fait partie de l'accord que j'ai passé avec Dieu de faire savoir que l'on peut survivre au cancer. » Il a recommencé à travailler. Il a rejoint la distribution de Love Boat, The Next Wave, et 2 ans plus tard, il a réalisé un rêve. En jouant à Broadway dans le rôle de Billy Flynn dans Chicago, il a eu l'impression que le cauchemar était enfin terminé. Robert et sa femme Heather pensaient avoir déjoué les pronostics. Avec un taux de guérison de 95% promis par les médecins, ils ont commencé à planifier leur avenir. Il a fait don à la recherche contre le cancer de la totalité des 125 000 $ qu'il avait gagnés à l'émission Who Wants to be a Millionaire? Qui veut être millionnaire? Avec Heather, il a lancé le Yorick Fund pour soutenir les études sur les sarcomes à l'Université du Michigan. Il a parcouru le pays pour dire aux gens de se faire dépister tôt. Il a même commencé à écrire ses mémoires, An Extraordinary Life. Pour une fois, on aurait pu croire que l'histoire se terminerait en triomphe, mais ce ne fut pas le cas. En novembre 2001, le cancer est réapparu. De nouvelles masses sont apparues. Les médecins ont d'abord pensé qu'un nouveau médicament pourrait en venir à bout, mais ils se sont trompés. Cette fois, la maladie était plus rapide, plus forte et beaucoup plus agressive. La tumeur initiale était locale. Celui-ci s'était répandu partout. Il n'y avait pas d'opération, pas de remède, pas d'autre chance. Robert venait de terminer sa dernière émission, le sitcom Emerald, diffusé sur NBC. Sa carrière d'acteur s'est arrêtée alors que la maladie entamait son dernier assaut. Heather et lui pensaient être tirés d'affaire. Ils avaient reconstruit leur vie, et voilà que tout s'écroule à nouveau. Mais cette fois, ils savaient comment l'histoire allait se terminer. Le 6 avril 2002,
à Dix-9H22. La police a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de la population. IMS. Robert Jurek a rendu son dernier souffle au Centre médical régional de Los Robles, en Californie. Il avait 55 ans. Heather et leurs 3 enfants adoptifs. Ryan, 24 ans. Emily, 22 ans. Et Allison, tout juste 4 ans, étaient à ses côtés. Il n'avait été hospitalisé que quelques jours auparavant pour des problèmes respiratoires. Même dans les dernières semaines de sa vie, il avait travaillé sur ses mémoires, essayant toujours de laisser quelque chose derrière lui. La veille de sa mort, son dernier téléfilm, La Nuit du Loup, avait été diffusé à la télévision nationale. Heather avait 52 ans lorsqu'elle est devenue veuve. Ils étaient mariés depuis 27 ans. Elle l'a soutenu à chaque opération, à chaque séance de chimiothérapie, à chaque moment de peur. Ils ont perdu des enfants à la suite de fausses couches. Ils avaient construit une famille par l'adoption. Et maintenant, elle devait affronter le monde seule. Son chagrin était immense. Mais sa force l'était tout autant. 3 jours plus tard, près de 1000 personnes se sont rendues à l'Église Sainte. Charles Borromeo à North Hollywood pour lui dire au revoir. Des stars comme Tony Danza. Gavin MacLeod et Tom Selleck sont venus lui rendre hommage. Selleck a déclaré aux journalistes, « C'est triste à cause de ce qu'est et de ce qu'était Bob. C'est la véritable amitié qui fait sortir ce genre de personnes. » Une photo en noir et blanc de Robert se trouvait à l'extérieur, entourée de fleurs. L'homme qui avait détenu le record mondial de participation à 15 séries télévisées n'est plus. Mais personne ne l'oubliait. Heather ne s'est pas arrêtée. Avant même la mort de Robert, ils avaient créé un fonds ensemble. Mais aujourd'hui, elle l'a transformé en quelque chose de plus grand. Elle a créé la fondation Robert Urich. Elle souhaitait une approche plus concrète, plus d'événements, plus de sensibilisation, plus d'argent pour la recherche. Le fait d'être le fer de lance de la fondation me donne de l'énergie, dit-elle. C'est comme tous les jours inestimables que j'ai passés avec Robert. Elle a élevé leurs enfants. Elle a continué à travailler. Elle a transformé sa douleur en objectif. En novembre 2017, Heather Menzies Urich, qui avait déjà dansé sur les écrans dans le rôle de Louisa Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur, a appris qu'elle était atteinte d'un glioblastome multiforme, l'un des cancers du cerveau les plus agressifs et les plus mortels que connaisse la médecine. Elle avait 68 ans. Et le plus cruel, c'est que cela s'est produit exactement 15 ans après que le cancer a emporté son mari, l'acteur Robert Urich. En 2002, au cours des 15 dernières années, Heather s'est consacrée à la lutte contre le cancer. Elle travaillait au sein de la fondation Robert Urich, collectant des fonds, aidant les patients, faisant tout ce qu'elle pouvait pour éviter à d'autres familles de souffrir comme la sienne. Mais maintenant, c'était son tour. La maladie qu'elle a combattue est venue la chercher. Le diagnostic est tombé 4 semaines avant sa mort. Il n'y a pas eu de temps pour se préparer. Pas le temps de faire de longs adieux. Robert luttait contre le cancer depuis 6 ans. Son combat leur a donné de l'espoir. Il leur a donné du temps. Le déclin de Heather s'est déroulé à l'inverse. Le glioblastome n'attend pas. Il se propage rapidement et prend plus vite. Son fils, Ryan Urich, a déclaré aux journalistes que sa santé s'était effondrée presque immédiatement après le diagnostic. Il n'y avait pas de fenêtre de traitement. Pas d'essais cliniques de dernière minute. Aucune chance d'organiser le type de soutien qu'elle a passé sa vie à apporter aux autres. Pour ceux qui la connaissaient, c'était particulièrement difficile à regarder. Heather n'était pas seulement une actrice. C'était une ballerine, une mère, une femme qui se jetait dans chaque instant de la vie. Mais en l'espace de quelques jours, sa voix s'est adoucie, son énergie s'est estompée et elle s'est éclipsée. Ses amis à Hollywood, dont certains la connaissaient depuis des décennies, ont à peine eu l'occasion de lui dire au revoir. Elle est décédée la veille de Noël, le 24 décembre 2017, à exactement 19h22 IMS. Elle se trouvait dans la maison familiale à Francfort, dans l'Ontario, entourée de ses 3 enfants. Ryan a déclaré plus tard qu'elle ne souffrait pas. Après près de 4 semaines de lutte contre l'inévitable, elle en avait tout simplement assez. Le cadre était à la fois paisible et symbolique. La veille de Noël est une période propice à la famille, à la chaleur et à l'espoir. Mais dans leur cas, c'est devenu le moment où ils l'ont perdu pour toujours.
C'était un écho obsédant de la mort de Robert. Il est mort le 16 avril 2002 et Heather est décédée exactement 15 ans et 8 mois plus tard. La symétrie de leur perte n'est pas passée inaperçue. Et d'autres souffrances les attendaient, un peu plus d'un an auparavant. En septembre 2016, la famille de la Mélodie du Bonheur avait perdu un autre membre, Charmian Carr, qui jouait Liesl. Aujourd'hui, une autre sœur Von Trapp s'est éteinte. Les fans du film ont eu le cœur brisé. La petite fille qui avait chanté si longtemps, l'adieu avait fait sa dernière révérence. La déclaration de Ryan était crue et profondément personnelle. Il ne s'est pas contenté d'annoncer son décès. Il a raconté exactement ce qui s'est passé, à l'heure près. Il a déclaré que sa mère ne souffrait pas. Mais après avoir vécu sa vie avec tant d'énergie et de passion, elle savait qu'il était temps de la laisser partir. Elle a fait ce choix. Elle a rendu son dernier souffle, non pas dans la peur ou la lutte, mais avec dignité. Ryan a également veillé à ce que les gens se souviennent de qui elle était vraiment. Pas seulement Louisa Von Trapp. Elle a été une danseuse, une actrice, une combattante, quelqu'un qui a choisi de passer ses années à aider les autres. Et même à la fin, elle n'a jamais perdu cette grâce.